Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Yoshihiro Togashi. Alors est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un feignant? On va voir ça tout de suite. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une chaîne Twitch où je fais pas mal de gaming, mais aussi beaucoup d'actu, manga et animé. Et du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement qui est Yoshihiro Togashi. Donc il s'agit d'un mangaka japonais qui est né le 27 avril 1966 à Shinjo. Il est principalement connu pour les mangas Yu Yu Hakusho qui est sorti entre 90 et 94 et Hunter x Hunter qui est en cours à aujourd'hui et qui a commencé en 1998. Il est notamment célèbre pour être marié à Naoko Takeuchi, créatrice de Sailor Moon qui est aussi donc mangaka. Dès son plus jeune âge, il va se passionner pour le dessin et décider d'en faire son métier. Il va remporter notamment à 21 ans le 34e Grand Prix Tezuka avec une nouvelle qui s'appelle Butobi Straight. Butobi Straight, ça parle de quoi? Ça parle d'un garçon violent et impulsif qui va décider à tout prix de devenir le capitaine de son club de baseball du lycée. Voilà. En gros, c'est un Furios. Un Furios, c'est quoi? C'est quand un personnage principal du manga est attiré par l'univers des Yakuza, des Bosozoku ou des gangs en général. Il décide donc ensuite d'aller travailler pour le Weekly Shonen Jump où en 1988, il éditera son premier manga, Tonda Birthday Present. Ça raconte l'histoire de Tsuru et Mina qui sont deux amis d'enfance. Tsuru, lui, est plutôt bagarreur et Mina, elle, a un secret. Et un jour, elle se fait enlever. Tsuru décide donc, à l'aide de son grand-père, de la retrouver. Son grand-père étant un savant fou, il transforme le monde en monde de jeux vidéo et Tsuru est donc transformé en chevalier qui doit aller sauver justement sa princesse. Donc un petit peu un isekai avant l'heure. Pendant ses 2 premières années au Weekly Shonen Jump, il va écrire plusieurs petites histoires courtes qu'il va ensuite publier en 1989 sous le titre Okami Nante Kowakunai. Elles vont reprendre différentes petites histoires, notamment Butobi Straight, dont on a déjà parlé, Tonda Birthday Present, dont on a déjà parlé aussi, mais aussi Horror Angel, qui est une histoire basée sur les films d'horreur, ou encore Occulte Tanteidan, qui sont deux histoires racontant deux enquêtes d'un groupe de détectives occultes, qui sont composés de 4 garçons et une fille, qui ont des pouvoirs surnaturels et qui vont aider des gens au cours de leurs aventures. Mais on retrouve bien sûr l'histoire principale, Okami Nante Kowakunai, qui signifie « Je ne suis pas effrayé par les loups », qui raconte l'histoire de Takuro, qui n'est pas un lycéen comme les autres, puisque c'est un loup-garou comme son père, qui se transforme lors des pleines lunes. Cette situation l'a obligé à changer de lycée plusieurs fois, mais dans son nouveau lycée, il rencontre une fille, Saotome Sayaka, qui ne le laisse pas indifférent, d'autant plus que cette fille, elle a aussi un secret. Cet ouvrage n'a malheureusement pas été publié en France, mais j'ai pu le trouver sur internet. Je vous mets donc le lien dans la description si vous avez envie de le lire. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, mais par contre, c'est intégralement en anglais. Puis entre 1989 et 1990, il publiera 4 chapitres reliés qui vont être publiés sous le titre Tende Showaru Cupido, qui signifie pas tout à fait Cupidon. Et cette histoire porte bien son nom puisqu'il s'agit de l'histoire de Ryuji Koinobori qui a 15 ans et qui est le fils d'un important chef yakuza. Son père, lui, veut que Ryuji récupère le business par la suite, mais le plus gros problème de Ryuji, c'est qu'il considère que son père et son grand-père sont des véritables obsédés et que lui, il ne s'intéresse pas plus que ça aux femmes. Il rencontrera par la suite Maria, qui se retrouve en réalité être un démon et qui a été engagé par son propre père pour faire de son fils un obsédé digne de la famille Koinobori. On voit donc que son style de prédilection reste le furio. Le furio, on l'a vu tout à l'heure, c'est des histoires de lycéens peu commodes qui traînent souvent ensemble et qui ont pour objectif de garder ou conquérir un territoire. C'est souvent ça. Par contre, ce ne sont pas des mauvais bougres, ce sont souvent des jeunes qui ont envie de transmettre leurs valeurs, notamment l'amitié, le respect, avec bien évidemment quelques petits coups de poing pour arranger tout ça.
Le style du Furio apparaît dans fin des années 60. Il va mettre en place une transformation du manga traditionnel, tout simplement car les auteurs à cette époque voulaient se démarquer du style Tezuka qui prévalait depuis le début des années 50 et qui était considéré comme classique, mais jugé un petit peu trop enfantin par ses auteurs. En gros, ils voulaient rendre leurs œuvres plus sérieuses et plus violentes. Cette volonté donnera donc par la suite naissance au Gekiga, littéralement dessin dramatique, qui donnera des histoires plus sombres, plus matures et plus violentes. Mais vu la profondeur du sujet, je pense qu'on en parlera dans une nouvelle vidéo, car j'aimerais bien développer un petit peu l'historique des différents courants qui ont été mis en place sur la création du manga moderne. Et pour rester justement dans ce segment du Furyu un petit peu fantastique, en 1990, il va sortir son premier vrai grand succès. Il s'agit de Yu Yu Hakusho, qui sera édité en 19 volumes et qui sera porté en animé. Mais alors du coup, ça parle de quoi Yu Yu Hakusho? Tout simplement, c'est l'histoire de Yusuke Urameshi, 14 ans, qui est un parfait petit voyou, bagarreur et rebelle. Pourtant, un jour, il meurt en sauvant un petit garçon d'un accident. Mais cet enfant aurait dû survivre miraculeusement, même si Yusuke n'était pas intervenu. Non prévu par les instances du royaume des morts, son sacrifice pose problème. C'est pourquoi on lui propose de revenir à la vie, après avoir réussi à prouver qu'il en était digne. Il devient alors détective du monde des esprits, sans le savoir, et est doté de pouvoirs qui l'aideront dans ses différentes tâches, aussi bien dans le monde des humains que dans celui des esprits. Il est aidé par Botan, la passeuse d'âme, qui a réglé son cas lors de sa mort, de son ami Kuwabara, et sous la direction d'Enma Junior, le fils du roi des ténèbres chargé de l'examen des âmes. Il se voit chargé de retrouver 3 démons, Goki, Iei et Kurama, qui ont dérobé 3 reliques du monde des ténèbres, l'épée des ténèbres, un miroir et la boule de Gaki. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo uniquement sur Yu Yu Hakusho, mais dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire et moi je me ferai un plaisir de la faire. En ce qui concerne donc Yu Yu Hakusho, il n'a pas connu un immense succès dès sa sortie dans le Jump. Il était rarement aux premières places du classement des lecteurs, mais par contre, dès que les volumes reliés sont sortis et surtout la mise en place de l'animé, il a connu un succès phénoménal. En grande partie, notamment au choix des seiyuu qui ont été choisis pour incarner les rôles masculins de l'animé. Ce choix a donc attiré un lectorat féminin important qui a permis de faire augmenter les ventes. Et aujourd'hui, c'est devenu un grand classique cité très fréquemment par les mangaka modernes comme une réelle source d'inspiration. Il introduira notamment Senshui, un antagoniste non manichéen qui sera le premier du Jump pour qui les lecteurs pourront se prendre de passion, comprendre les objectifs et même parfois prendre parti pour lui. Ce qui deviendra bien sûr un standard par la suite dans les mangas modernes. Bien évidemment, il maîtrise les codes Neketsu du Jump, mais aime bien dès que possible déroger à ces règles-là. Comme il le dit dans une interview récente, il dessine avant tout pour lui-même. Un des signes les plus visibles de son besoin d'indépendance est bien évidemment la fin de Yu Yu Hakusho, qu'il avait décidé à la fin de l'arc Chapter Black, sans spoiler bien sûr, mais qu'il a été obligé de continuer quasiment 1 an après Chapter Black par un arc tournoi qu'il ne voulait pas faire et qu'il a terminé d'une manière assez brutale et assez abrupte, de manière à ce que personne ne puisse reprendre l'histoire à la suite. Il expliquera notamment quelques années plus tard dans un doujinshi qui s'appelle Yoshirin Depon que le stress était devenu beaucoup trop important et qu'il dominait sa vie. Afin de suivre les rythmes incessants, il ne dormait quasiment plus, il dormait environ 5 heures par nuit par choix, de manière à pouvoir avancer sur ses histoires, ce qui commençait vraiment à rendre très compliqué sa vie personnelle, mais aussi l'équilibre entre le travail et la vie perso. On sent donc bien l'envie de l'auteur de maîtriser son rythme de travail, mais aussi de maîtriser les codes qu'il doit appliquer à ses histoires. Et afin de maîtriser totalement son travail, il décide, 6 mois après la fin de Yu Yu Hakusho, de lancer une nouvelle série qui s'appellera Level E. Level E, ce sera 16 chapitres, donc 4 tomes qui seront prépubliés entre octobre 95 et janvier 97, qu'il réalisera absolument tout seul, sans assistant. La série sera donc 13 ans plus tard adaptée en animé
et publié en France chez Kazé à partir de 2012. Petit fun fact, en plus, l'auteur s'est trompé, il a appelé ça Level E, donc avec un E à la fin, en pensant que le mot alien anglais commençait par un E, donc à la base ça aurait dû s'appeler Level A, avec un A. Ça raconte l'histoire du prince Baka, idiot en japonais, un alien de la planète Dagura très égoïste qui aime voir les visages des personnes en difficulté ou en souffrance morale. Il s'ennuie sur la Terre et va donc décider de mettre en place des stratagèmes afin de s'amuser sans se soucier des personnes qui vont en subir les conséquences. C'est vraiment très drôle et très réussi. Alors les puristes aiment beaucoup, mais ça n'a pas percé vraiment au niveau international. Alors pourquoi il travaille sans assistant? Il y a plusieurs raisons à cela. La raison officielle, on va dire qu'il préfère dire que le boulot d'assistant est quelque chose de très compliqué et très ingrat, et qu'il préfère que ses assistants travaillent sur leur propre œuvre plutôt que de venir aider un mangaka qui est déjà célèbre. Il ne faut surtout pas croire que c'est pour économiser de l'argent, puisqu'en effet Togashi est plutôt considéré comme un très bon patron, quelqu'un de très généreux avec ses assistants. Il leur donne souvent des bonus et aussi il les aide sur leur propre manga en leur donnant des conseils. Et je pense aussi qu'il y a une autre raison à cela, c'est que en travaillant tout seul, il a réussi à négocier avec le Jump le fait de pouvoir sortir un chapitre par mois et non plus un chapitre par semaine, ce qui lui permet justement d'adapter son rythme de travail à ses idées, à ses pensées et à sa méthodologie d'écriture. Je pense donc personnellement que Togashi a besoin de prendre le temps d'écrire pour construire vraiment ses intrigues comme il le veut, mais aussi ses personnages de manière la plus précise possible. L'autre jour, j'ai entendu un journaliste spécialisé qui expliquait une petite théorie qu'il a à propos de Togashi et qui expliquerait qu'il aurait le syndrome de la page noire. Alors le syndrome de la page noire, c'est l'inverse du syndrome de la page blanche où on n'a plus du tout d'inspiration. Lui, au contraire, aurait 120 idées par minute et un besoin vraiment important de pouvoir avoir le temps de traiter toutes ces informations pour pouvoir les coucher sur papier. Ça permettrait d'avoir deux théories un petit peu différentes, mais qui au final se rapprochent. Dans un premier temps, il a besoin de temps pour écrire ses œuvres, et la seconde partie, il se lasserait vite des œuvres qu'il est en train d'écrire, puisqu'il a énormément d'idées pour des futures œuvres qui devraient arriver. Ça reste une théorie bien sûr, et ça reste que mon avis. Puis ensuite, en mars 1998, il se lancera dans ce qui va être sa plus longue œuvre et toujours en cours à ce jour, Hunter x Hunter. Alors déjà, on peut dire Hunter x Hunter, on peut dire Hunter Hunter ou Hanta Hanta, peu importe. Mais ça parle de quoi, Hunter x Hunter? Il s'agit de l'histoire de Gonfrix qui désire retrouver son père qu'il a abandonné étant bébé chez sa tante Mito. Afin de le rencontrer, il devra devenir Hunter pour pouvoir posséder les moyens utiles à sa recherche. Donc dans Hunter x Hunter, l'auteur va vraiment créer un univers ultra dense avec une structure complexe et avec des notions très poussées. Personnellement, après avoir lu les 36 tomes, je trouve que l'auteur va de plus en plus sur la partie écriture et de moins en moins sur la partie dessin. En effet, on retrouve des pages de plus en plus noires d'écriture et avec de moins en moins de dessins, surtout sur les derniers tomes. Il va chercher à expliquer, à présenter, à confirmer les ressorts de l'histoire, et aujourd'hui on peut dire que l'arc Gon, qui est quasi fini, ouvre l'histoire sur un monde encore plus vaste et complexe qui reprend bien sûr ses thèmes de prédilection que sont la frontière entre humains et monstres, le non-manichéisme et les bestiaires variés. Il va même chercher à développer un minimum le moindre personnage qu'on va rencontrer, quitte à ne plus le revoir par la suite. Et tout ça avec une carte du monde travaillée, un alphabet qui fonctionne et un système de pouvoir occulte parmi les meilleurs créés, même encore à ce jour. Mais alors du coup, vous allez me dire, pourquoi je parle de fainéantise dans le titre? Tout simplement parce que depuis 1998, Togashi a pris l'habitude de prendre des pauses prolongées sur l'écriture de Hunter x Hunter.
à tel point qu'une page Reddit appelée Hunter Hunter Hiatus Charts a décidé de recenser toutes les poses de l'auteur, qui vient d'ailleurs de fêter son propre record de la pose la plus longue depuis qu'il a commencé, soit 3 ans sans nouveau chapitre. De nombreuses théories courent donc sur les raisons de ces pauses. Une des plus possibles et une des plus probables, c'est qu'il aurait des soucis au dos. En effet, un de ses assistants a même écrit un manga où il racontait un petit peu sa vie et notamment la période où il était assistant chez Togashi. Il a appelé ce manga Sensei Akusho en son honneur, où il explique qu'un jour il est arrivé à l'atelier et il a trouvé son sensei par terre, couché, en train de dessiner avec des douleurs atroces, mais qui continuait malgré tout d'avancer sur son manga. Une autre théorie qui n'explique pas toutes les poses, mais qui paraît quand même malgré tout peu probable, c'est que Togashi en fait est un très grand fan de la série Dragon Quest, série de jeux qui est très populaire au Japon, et apparemment il a dit qu'il aimait beaucoup cette série, et les dates de ses pauses à un moment correspondraient aussi avec les dates de sortie des jeux. Il aurait donc pris pas mal de temps pour essayer de poncer les jeux au maximum. Alors ça, c'est une rumeur qui court, hein, bien évidemment. Une autre raison qui me paraît aussi possible, en tout cas partiellement, ce serait le fameux syndrome de la page noire, tout simplement, qui fait qu'il aurait beaucoup d'idées sur une autre série et qu'il aimerait partir sur autre chose. Et c'est assez drôle parce qu'il y a une théorie qui correspond un petit peu à ça, qui sous-entendrait qu'en fait Togashi est la véritable personnalité, le véritable nom de Gege Akutami, dont on a vu la semaine dernière, qui est le mangaka de Jujutsu Kaisen. Donc ce serait lui en réalité qui aurait repris le concept de Occult Tanteidan, souvenez-vous, un de ses premiers écrits, et qu'il aurait développé pour en faire Jujutsu Kaisen par la suite. En effet, ça pourrait expliquer deux choses. D'une, qu'il soit pas tout seul à la baguette, qu'il soit par exemple au scénar et qu'il y ait un dessinateur qui travaille avec lui. Deux, le fait qu'on n'ait jamais vu Gege Akutami et qu'on ne sait pas réellement qui c'est. Mais il y aurait aussi un dernier point, et non des moindres. Ce dernier point, ce serait que les dates correspondraient à peu près. En effet, quand Togashi a commencé à faire sa dernière pause, peu de temps après sortait Jujutsu Kaisen, le premier chapitre. Bien évidemment, tout ça reste que des théories, puisque l'auteur ne s'est jamais prononcé sur ses pauses. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour une fête de son anniversaire, où il a bien précisé qu'il terminerait Hunter x Hunter. Alors, est-ce qu'on aura le droit à une suite de Hunter x Hunter? Ça, rien n'est moins sûr. En effet, plus la pause est longue, plus il est difficile de reprendre, que ce soit les enjeux ou la logistique de fabrication. Ce qui est bien dommage, parce que l'arc en ce moment, que ce soit l'arc Succession ou le futur arc Dark Continent, sont très prometteurs et vraiment, à mon avis, vont donner quelque chose de vraiment très sympa. Heureusement, et pour finir sur une touche un petit peu positive, il a dit récemment dans une interview qu'il était prêt à laisser la partie dessin à un autre mangaka et ne garder que la partie scénario. Et si jamais l'anime vous a plu et que vous en êtes arrivé au bout, sachez que l'histoire reprend dans le manga au chapitre 420 qui se situe dans le tome 32. N'hésitez pas à le lire, c'est vraiment sympa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, ou les deux, comme vous préférez. Ça aidera énormément la chaîne. Pour ce qui est des prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi à me proposer en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on traite ensemble. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans le monde merveilleux des mangas et des animés pour une prochaine review. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez le mot Hunter en commentaire, ça me permettra de voir qui va vraiment au bout. Allez, bonne soirée ou bonne journée, à bientôt.